Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo avec Angélique. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Angélique, je suis psychologue, neuropsychologue, formée en psychonutrition avec un DU en psychologie et pédagogie des comportements alimentaires. Et toi, Chalaise? Et moi, je suis Chanès, je suis chercheure en biotechnologie et j'ai également un master en santé et nutrition. Donc aujourd'hui, on voulait échanger sur plusieurs sujets, plusieurs idées reçues qu'on peut avoir, notamment au niveau de l'alimentation, au niveau de nos croyances vis-à-vis de l'alimentation, car il y a beaucoup d'informations qui circulent sur Internet, sur les réseaux sociaux, et nous aimerions apporter un peu plus d'expertise ou de réflexion, du moins nuancée par rapport à tout ça. Absolument, je suis totalement d'accord. Et est-ce que tu sais par quoi on va commencer? Quel sujet tu aimerais aborder en premier? Moi, j'aimerais vraiment qu'on discute du tracking, de la notion de traquer ses calories, ses macronutriments, parce que c'est vraiment une source parfois d'angoisse, d'anxiété. Je ne sais pas si toi, tu as pu le remarquer dans tes suivis. Oui, absolument. J'ai souvent cette question. Est-ce que je traque? Est-ce que je peux ne pas traquer? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que ça va m'emmener vers des TCA typiquement? Et je pense que tu en parleras beaucoup mieux que moi. Mais effectivement, j'ai souvent cette question qui revient. Alors, moi, je pourrais y répondre plus brutalement que toi. C'est-à-dire que pour moi, effectivement, le tracking, c'est pas juste un souci de... Comment dire? Si je devrais imaginer ça, tu vois, surtout dans notre... Je vais rester dans l'aspect performance, en tout cas pour notre sport à nous, je vais rester dans ce cadre-là. Quand quelqu'un va s'entraîner, et qui va commencer ses entraînements sur je sais pas moi, de force athlétique ou de street ou peu importe, ils y vont avec un bloc. C'est-à-dire une programmation qui est carrée, qui est cadrée, qui est réalisée par un professionnel, par un coach, par un ami, j'en sais rien, et qui est finalement traquée. Donc on a des charges en semaine 1 jusqu'à semaine je sais pas quoi. Pourtant ça n'étonne personne. Oui. Ça n'étonne personne d'avoir un bloc qui est construit avec des charges précises. On ne se dit pas que ça va m'amener vers un contrôle de je ne sais quoi. Et pourquoi d'ailleurs on fait ce genre de calcul-là? Parce qu'on va créer une adaptation. Parce que le corps est une machine adaptative, comme tu le sais. Et donc on va créer une adaptation parce qu'on cherche un certain objectif derrière. Et moi, ce qui m'étonne à chaque fois, c'est que pourquoi, quand c'est un bloc, si on l'imagine comme ça, un bloc nutritionnel avec des macronutriments qui vont être calculés et traqués pour une adaptation métabolique, pour une adaptation musculaire et compagnie, physiologique en tout cas, on va s'étonner de devoir rajouter de la data ou avoir un aspect un peu plus... Voilà, des données et un aspect un peu plus carré. Quand je dis carré, c'est-à-dire scientifique, écrit, écrit par un professionnel en tout cas. Ça peut ne pas... Alors là, on est dans un cadre sportif. Et donc on me pose aussi la question souvent, est-ce que si je suis juste, on va dire civil, mais c'est pas vraiment le terme, si je suis, si je ne fais pas, voilà, si je suis pas sportif et si je fais pas de power, performance derrière, etc. Et je ne cherche pas la performance, est-ce que je dois traquer quand même? Bah selon tes objectifs, oui. Ouais. En tout cas, c'est aidant. C'est aidant pour un changement de composition corporelle, exactement, pour un changement de vie, tout simplement. Et du coup, on en vient à cette histoire d'alimentation intuitive, auquel moi, je ne crois pas du tout. Je ne sais pas quel est ton avis dessus, mais je ne pense pas le problème vient pas de l'alimentation intuitive. Moi, je pense que le problème vient d'un souci plus profond, c'est-à-dire on n'a plus d'intuition, justement. Tu suis une boussole qui est déréglée. Oui. Et je ne sais pas ce que... Je suis d'accord avec toi. En gros, pour moi, le tracking, ça sert déjà d'avoir une base de données sur tes apports énergétiques dans la journée, dans la semaine, dans le mois. À partir du moment où, et dans la plupart des cas, dans le sport, on mange moins, il y a une sorte de dérèglement de ta faim. Parce que des fois, on a cette croyance qu'il faut moins manger pour être plus maigre. Donc on mange moins, sauf que ça peut apporter une dérégulation au niveau de la faim, ce qui fait qu'on peut avoir des compulsions après. Et c'est là où, justement, on mange moins pendant 3 jours. 4e jour, paf, compulsion alimentaire, tu augmentes tes calories. Parce que tu es dans un contrôle. Ouais, alors que si tu as une base de données sur ce que tu manges, tes macronutriments, déjà, tu élimines le côté besoin physiologique, besoin énergétique.
Donc ça, tu peux le mettre de côté. Déjà vis-à-vis de ton alimentation et de ce que tu ressens vis-à-vis des sensations de faim, etc. Ensuite, à la fin, au niveau des micronutriments, macronutriments, où on peut avoir des faims spécifiques. Mais ça, c'est un peu plus inconscient, un peu plus, voilà, j'ai envie de manger un chocolat noir le matin, mais c'est plus le côté magnésium, etc. Enfin, toi, tu es plus calé par rapport à ça. Et tu as aussi la faim au niveau du plaisir. C'est normal. La faim, enfin, le côté alimentaire, c'est social, c'est plaisant, c'est gustativement plaisant, donc il y a ce côté-là. Donc par rapport à cette faim, et c'était quoi ta question ? Je me disais, est-ce que oui, voilà, est-ce que ce côté intuitif, d'alimentation intuitive, est-ce que finalement, c'est pas se tirer une balle dans le pied que de faire ça. En fait, moi, comment je le vois, c'est-à-dire, ok, l'alimentation intuitive, d'accord. Est-ce que ça serait pas plutôt une étape qui arrive après ? Alors c'est très compliqué parce que le côté intuitif, bon déjà de base, la plupart des personnes ne mangent pas assez. Donc dérèglement de la sensation de faim, on est totalement perdu parce qu'il y a trop d'informations qui circulent, on est totalement perdu. À partir du moment où tu donnes des données à ton corps, à la professionnelle qui va t'accompagner et justement par rapport aux besoins énergétiques, tu remplis ça. Ok, chouette. Maintenant, qu'est-ce que tu as envie de remplir ? Ton côté gustatif, le côté plaisant, le côté social, etc. Ok. Mais le problème avec l'alimentation actuelle, c'est qu'il y a quand même, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, tout ce qui est additif, tout ce qui est... Et on est d'accord, quand on mange un chocobon, on n'a pas forcément envie de s'arrêter là. Pas du tout. Voilà, c'est compliqué. Non, alors, justement, c'est là où ça me fait penser à quelque chose. Alors, j'ai aussi fait pas mal de formulation alimentaire, donc je suis formée dans ça, je suis normalement ingénieure en formulation alimentaire. Et ça fait beaucoup de casquettes, ça, je crois. Et du coup... Trop de casquettes ici. Trop de casquettes. Et donc, en fait, j'ai été formée à comment rendre un aliment addictif. Ouais. C'est-à-dire, bien sûr, c'est pas le seul objectif, c'est pas la seule manière de formuler un aliment, hein. Mais on est formé pour rendre un aliment addictif. Donc, les aliments actuellement qu'il y a dans les rayons, que ce soit des biscuits, des gâteaux, des crèmes, des trucs, des tartinables, tout ce qu'on veut, c'est formulé donc avec une certaine dose de sucre, une certaine dose de gras et une certaine dose de sel qu'on oublie. Donc ce triptyque-là, c'est vraiment le triangle de la, attention, je vais essayer de dire le terme, de la palatabilité. Ok. C'est le côté, il faut que ça soit... c'est ça, c'est le côté, il faut que ça soit bon. Et en fait, il faut que j'y retourne. Il faut que ça se mange vite. C'est ça. À ce côté-là, que ça fond vite dans la bouche. T'as un certain triangle, en fait, tu sais, quand tu joues sur ces dosages-là, où ça rend le truc, c'est impossible d'arrêter, en fait. C'est très compliqué d'arrêter parce que ça vient toucher exactement sur le goût qu'on adore. Tout à fait. Donc, exactement le bon lipide, exactement le bon sucre, exactement le bon sel. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas manger ce genre d'aliment. Justement, c'est vraiment pas la bonne technique du tout. Ce que je dis, c'est que l'industrialisation actuelle, alors malheureusement, on est au 21e siècle, et en fait, l'industrialisation actuelle fait que tout est fait pour détruire cette intuition. Donc quand on dit, oui, alors l'alimentation intuitive, pourquoi nous on devrait compter ? Pourquoi on ne fait pas comme avant ? Alors mes grands-mères n'ont jamais compté, mais ma famille n'a jamais compté, etc. Et encore, on saute la partie années 90, hyper diète, diet culture comme on dit. On saute là, on va repartir sur les années 50 et tout. Et on se dit, ils n'avaient pas besoin de compter, pourtant ils étaient bien, et pourtant ils avaient... Oui, alors déjà, il n'y avait pas les aliments industriels dont le but... Enfin, alors pas principalement, encore une fois, je tiens à être nuancée, dans un des buts en tout cas, c'est de t'amener à manger plus. Manger plus vite et plus de quantité. Plus vite, c'est ça, plus de quantité. C'est des aliments qui sont denses, mais ça c'est un autre sujet avec la densité volumétrique. Et en plus d'aller juste faire confiance à cet instinct qui est complètement déréglé, moi je trouve que c'est vraiment un mauvais départ, en tout cas, quand on veut avoir une bonne diète.
ou s'intéresser en tout cas à sa nutrition plus généralement, que ce soit pour la performance ou pas. Par contre, ce côté intuitif et peut-être à un certain stade où tu n'as pas besoin de performer, tu n'as pas d'objectif physique de préparation, où tu n'as pas, je sais pas, tu n'as pas envie de sécher, tu n'as pas envie de prendre du poids, tu es juste en maintenance à ce moment-là, ça te... Mais en fait, je trouve que c'est le terme intuitif qui porte... c'est ça. Qui peut questionner. Parce que l'intuition, ça veut dire c'est l'intuition par rapport à ta faim, etc. Et ce que je répète, c'est que déjà, il faut connaître ses besoins énergétiques sur la journée pour que ta sensation de faim, elle soit OK. Enfin, que tu saches quand est-ce que tu as vraiment faim, quelle faim tu as. Est-ce que c'est une faim pour le plaisir, la faim sociale, ou vraiment la faim par rapport à tes besoins énergétiques. Et c'est ça qui est problématique dans notre société actuelle. C'est que déjà, il y a vraiment une grosse importance sur l'image corporelle. Donc, les personnes déjà s'intéressent à comment maigrir. Et comment on s'intéresse à comment maigrir, on regarde les magazines, il y a les pubs, il y a Instagram, et on est bourré d'informations sur l'amaigrissement. Et du coup, les personnes ne savent tout simplement pas comment maigrir, quoi manger, etc. Exactement. Donc, et ça dérègle tout ça, en fait. C'est pour ça que oui, alors le terme intuitif, c'est vrai que tu as totalement raison. C'est pas, on ne devrait pas s'orienter vers l'intuition, mais qui est plus la compréhension, mais plus vers l'éducation, tout à fait. et s'auto-former et se comprendre déjà. Oui. C'est ce que je fais du coup avec les personnes avec qui je travaille. C'est vraiment, je leur dis que mon objectif, ça serait qu'ils comprennent ce qu'ils mangent. Qu'est-ce qu'ils mangent, pourquoi, qu'est-ce que ça apporte, comment eux ils fonctionnent. Quel apport ils peuvent donner à leur corps, comment ils peuvent performer, à quel moment, démystifier un peu plein de croyances qu'ils ont, régler un peu les curseurs sur... L'objectif, c'est pas que ça soit optimal, parce qu'on n'est pas des robots et on n'est pas des machines. Quand bien même. Il faut que ça soit même optimal si par rapport à toi et tes objectifs et ton perso. Donc et c'est là que du coup, on n'est pas optimal et on n'est pas fait pour vivre dans un truc hyper carré. C'est pour ça que le tracking, si ça te convient, ça devrait l'être en tout cas, ou au moins c'est un outil en tout cas d'éducation. Parce qu'en fait, le fait de traquer, ça t'aide aussi à comprendre ce que tu manges. Ce dont tu as besoin pour la journée. Ce dont c'est ça, tes besoins. Qu'est-ce qu'il y a dans quoi, en fait. Quel aliment contient quoi. Quel aliment te convient plus qu'un autre. Remettre un peu les curseurs. Une fois que tu as construit cette routine, pourquoi pas ne plus traquer, mais refaire juste un check-up de temps en temps, tu vois. Et là, je pense que tu n'es plus dans l'intuition, tu es plus un côté éducationnel. Tu as appris à te connaître assez, en tout cas, pour te faire confiance. Mais commencer directement par alimentation intuitive, pour moi, c'est pas... on voit où ça a amené l'intuition, quoi. C'est compliqué. C'est trop compliqué. C'est ça. Je suis en train de penser aussi au fait que, sur le tracking et la question des TCA, etc., je pense que c'est aussi... Enfin, il faut vraiment faire attention avec les personnes qui ont une grosse importance sur l'image corporelle. Parce qu'on peut aussi s'éduquer vis-à-vis de l'alimentation. Et il y a des personnes qui s'éduquent tellement, qui savent un petit peu, ok, une banane, c'est combien de calories, tout ça, tout ça. Ah oui, et donc, ça peut pencher vers la restriction vraiment alimentaire, mais de la restriction sans compulsion alimentaire, justement, par rapport à l'image corporelle. Et c'est là où il faut être vigilant, c'est nous, en tant que professionnels, ok, là, il y a des dérives qui ne vont pas, c'est-à-dire que la personne est trop dans la restriction alimentaire, elle connaît un peu trop les calories, et ça serait comment travailler déjà l'image corporelle, les croyances vis-à-vis de l'alimentation, etc., etc. Mais ça, c'est plus sur le côté professionnel, et je pense que c'est important aussi de le dire, que, ok, le tracking, c'est hyper important pour avoir des bases de données, pour savoir si le corps a déjà assez d'énergie. Et ensuite, surtout, et c'est souvent ça, c'est souvent qu'il n'y en a pas assez. Par rapport à l'énergie. Et aussi faire attention aux personnes qui peuvent justement être dans le tracking, mais un peu trop, justement, vis-à-vis de la restriction alimentaire. Plutôt vers une diabolisation carrément de certaines catégories d'aliments, parce qu'ils suivent, parce qu'ils se disent que tiens, je devrais plus manger du chocolat noir plutôt que du blanc. Spoiler, non. En fait, si tu comptes sur ton carreau de chocolat le matin pour avoir tes doses de magnésium,
ça va être compliqué. Non, ouais. Non, on a tous Ça eu va ça. Hein. Enfin, franchement, je pense qu'on est tous passés par là. Non, mais on va manger du chocolat noir parce que c'est mieux pour la santé. Quitte à manger un chocolat, en fait, Ouais. c'est ce que j'ai eu. Donc, c'est ce que je te disais la dernière fois, c'est que j'ai eu une personne que j'ai en suivi qui me disait en ce moment, là, post-comp, alors c'est un autre sujet, les post-comp, mais j'ai super faim, mais du coup, j'ai craqué. Ah, le craqué, quoi. Le craqué, j'ai pris, j'ai mangé du chocolat, mais t'inquiète, c'était du noir. Je lui ai dit, mais écoute, Si tu as envie de manger, tu veux du chocolat, on va en mettre dans ta diète, et ça sera du chocolat au lait. Tu veux du blanc, on mettra du chocolat blanc. Enfin, je ne comprends pas, en fait, à quel moment se dire que 10 grammes, alors parce que c'est ce que pèse un carreau de chocolat, Ouais. hein, 10 grammes pouvaient chambouler complètement tes apports de magnésium ou je ne sais pas quoi, ou de lipides ou de sucre ou peu importe. Alors ils sont différents, il y en a qui sont plus... Enfin, les chocolats entre eux sont différents, donc on a un peu plus de sucre, un peu plus de lipides. Mais en fait, c'est du beurre de cacao peu importe le cas. C'est du cacao dans deux en tout cas plutôt que le blanc, et puis c'est du sucre et puis enfin c'est tout quoi. C'est un aliment plaisir. Se l'interdire juste parce que... Enfin, s'interdire du blanc, plutôt. Je ne comprends pas du tout le principe là, et je ne sais pas pourquoi les gens se sont mis ça dans sa tête. C'est comme le fait de faut arrêter de manger du pain quand on est en diète. Oui. Je sais pas, il y a d'autres sujets comme ça. Ce que je te disais tout à l'heure, les collègues, les personnes que j'ai en accompagnement ou des amis qui me disent je suis en diète, mais comment je fais quand le patron, le collègue, il ramène un croissant? Moi, j'ai une réponse. Tu la manges. Tu manges le croissant. En fait, c'est que... Tu manges le croissant. C'est Puis ça. c'est tout, on n'en parle plus. Enfin, ça arrive à ce moment-là. Ok, tu prends ton croissant. T'es en tracking, tu le traques, le croissant. Bah ouais. On n'en parle plus. C'est du beurre, du sucre et... De toute façon, tant que tu traques tes macros et tes calories, bah, c'est bon. Si ça rentre dans ta diète. Dans tes besoins énergétiques, dans tes besoins au niveau macronutriments. Alors, oui, c'est le if it fit your macros. Et donc, c'est OK. If you fit your macros, on est d'accord, nickel. On ne dit pas si ça fit tes macros. If it fits your macros. Okay. Je l'ai juste dit trop rapidement. Trop rapide. If it fits your macros. Donc oui, si ça rentre dans tes macros. Ouais. C'est un peu la diète ça s'est popularisé là récemment. Donc, OK, ça fit tes macros, on est content. Je ne dis pas qu'il faut te nourrir exclusivement de croissants. Mais non, parce que dans tous les cas, ça ne remplira pas tes macros. C'est ça. Dans tous les cas, même si, je ne sais pas, mais on va dire que tu te nourris exclusivement de kebab, de croissants et je ne sais quoi. Oui, là, ça fit tes macros, on est d'accord. Mais tu sacrifies quand même pas mal de choses derrière. Ça impacte un autre processus derrière, mais là, système digestif, le système digestif, mais tout le microbiote, mais là, on va pas mettre le pied dedans parce que sinon, on va pas s'en sortir. Mais c'est ça qui est fou. C'est comme je te disais, là, les gens qui me disent, est-ce que... oui, mais là, en fait, je tiens à te prévenir depuis... je ne sais plus combien de jours en avance, que je vais avoir un resto avec des collègues. Ok, d'accord. Ok, pas de problème. J'avais parlé dessus, j'avais fait un post dessus justement sur à quel moment faudrait traquer ton resto. De quelle précision il faudrait. Tu me dis que là on est en cut. Typiquement, je prends l'exemple d'un athlète qui va avoir une compétition dans 2 semaines. Ouais. On est en cut ou on est en gut cut ou on est limite en termes de poids. On sait qu'on va devoir faire un cut à la fin. Ouais. Et encore une fois, il y a un cadre précis dans lequel il faut faire un cut, c'est dans lequel il faut essayer de maigrir, de perdre un peu de poids pour être dans une catégorie, et ce n'est pas tout le temps le cas. J'en ai déjà vu qui font des cuts, ça impacte la santé, peu importe, même un gut cut impacte la santé, impacte le microbiote et compagnie. Donc faire ça, c'est quelque chose qu'il faut faire avec son coach. C'est est-ce que ça vaut le coup de descendre, est-ce qu'il y a des qualifications. En fait, il faut y gagner quelque chose. Tu mets quelque chose dans la balance. C'est ça. Tu mets un truc sur la table, il faut que derrière il y ait quelque chose à gagner, parce que sinon ça ne sert à rien et c'est juste dangereux pour rien du tout. Donc si, je sais pas, j'ai une athlète ou un athlète qui doit perdre 1 kilo, qui est au-dessus dans sa caté, qui me dit je veux aller au resto, je lui dis écoute, ok,
moi, je te dirais d'éviter pour l'instant. C'est une sorte de temporisation sans diaboliser quoi que ce soit. Temporise un peu. Typiquement, c'est comme si, je sais pas moi, t'es blessé, t'as une blessure, on te dit, écoute, évite d'aller à la piscine. Mais c'est pas diaboliser la piscine. Mais oui. Pas, tu vois, c'est pas diaboliser la piscine, c'est temporiser le moment d'y aller. Typiquement, c'est exactement la même chose. Et pourtant, personne ne se demande pourquoi je vais pas à la piscine, quoi. Pareil pour le resto. Donc, ok, écoute, temporise, ça dépend ce que c'est comme resto. Ce que j'allais dire, en fait, je pense qu'il y a aussi un regard sur toi. Enfin, par exemple, cette personne, elle aime beaucoup ses amis, elle a pas envie d'être se replier sur soi, sur elle-même, chez elle, toute seule, s'isoler. Elle a peut-être pas envie, donc peut-être qu'elle a envie de ce restaurant. Mais est-ce qu'il y a des compromis à faire, c'est-à-dire avec ses amis, est-ce qu'on peut aller dans un restaurant un peu plus pas à la volonté, quoi, mais c'est ce que je dis. Je dis, ça dépend du truc. En plus, même quand tu y es, c'est toujours possible de traquer. Alors, mettons donc là, quand tu y es, tu demandes, tu simplifies en fait. Une des plus grosses astuces que je donne, c'est de simplifier ton plat. C'est-à-dire, tu prends un plat de lasagne. C'est compliqué de savoir ce qu'ils ont mis dedans quand même. Quelle crème? Est-ce que c'est de la crème hyper grasse? Pas du tout. Est-ce qu'il y a 3 tonnes d'huile? Est-ce qu'il n'y a pas assez d'huile? Est-ce qu'il y a... C'est quoi la quantité de viande qu'il peut y avoir dedans? Alors que si tu optes pour un plat où tu as, je sais pas moi, des légumes, une portion de légumes, une portion de protéines avec des féculents à côté, que ce soit du riz, de la pomme de terre, etc., que tu demandes la sauce à côté. Alors bien sûr, ça, ce n'est pas à faire tout le temps. Si tu es dans un dans le cas t'es en déficit, cut, etc. Mais oui. Tu es en déficit et compagnie, donc c'est compliqué t'essayer en fait de joindre un peu les deux bouts ou d'aller vers quelque chose et d'optimiser un peu tous les paramètres que tu as en main en tout cas pour aller vers ton objectif. Et tu isoles ces ingrédients-là, c'est beaucoup plus facile de les estimer. Tu sais qu'à peu près, parce que tu as traqué depuis des semaines et des mois, donc tu sais à peu près ça fait combien. Là, la pomme de terre, tu sais à peu près ça fait combien. Si on a un écart de 200 calories, ce n'est pas... c'est pas la mort, quoi. C'est pas grave, ça va se tellement attention sur tout ce que tu fais dans la semaine que c'est pas un restaurant qui va... Et c'est ça la problématique dans les cuts et dans les régimes alimentaires ou autres, c'est que c'est tout noir ou blanc. C'est ça. Non, je suis en cut, je peux pas venir. Je peux pas aller au Je restaurant. suis en cut, je peux pas venir. Je suis en cut, je peux pas prendre de croissant. Je peux pas manger de chocolat. Je peux pas manger de chocolat. Le croissant, je non. dois refuser. Exactement, je dois refuser ça. Je peux pas aller chez mes parents. Je peux pas sortir chez des amis. Sauf que c'est beaucoup trop de sortes de sacrifices qui ne rentrent pas en plus dans tes objectifs de vie, dans tes valeurs, les valeurs sociales, familiales, etc. Mais non, enfin... Faut y réfléchir. Surtout, c'est ce que je te disais, c'est que surtout, souvent, ça n'a aucune importance sur ta comp, en fait. Ok, mettons, c'est pas grave, ça va juste ça va ralentir, je sais pas, on a une comp dans 3 mois, dans 4 mois, je sais pas, on est en cut parce qu'on veut perdre 5 kilos, parce qu'il y a des qualifs à ce moment-là, parce que je ne sais pas, chacun a sa vie. Et en fait, ça va juste réduire, ralentir le truc d'une semaine, c'est pas grave, quoi. Puis quand bien même... souvent, quand on n'est pas en psychologie, quand on n'est pas en cohérence avec nos valeurs, avec ce qu'on souhaite personnellement, il y a une sorte de fatigabilité qui s'installe, une sorte d'irritabilité qui peut s'installer aussi. Donc, c'est quoi la balance bénéfice-risque finalement? Est-ce que le fait de ne pas aller au restaurant, de te sacrifier pour le cut, etc., est-ce que c'est plus bénéfique que d'être fatigué, irritable parce que justement, tu n'es pas sorti avec tes amis? Et du coup, l'humeur aussi, il joue beaucoup. Et en plus de ça, imagine, tu rates ta comp, biais de confirmation. Ah ouais, non mais... Ah oui, je savais. Je savais, j'aurais... De toute façon, c'est ma faute, j'aurais jamais dû accepter cette part de cake il y a 5 semaines. T'imagines? Mais oui, mais typique, c'est ça. Non, c'est là où c'est hyper important de travailler sur ses propres croyances, sur aussi prendre conscience de ce que toi, tu as envie. C'est pour ça que c'est super important si on voit ça te fait une ombre. C'est pour ça que c'est super important si on voit que j'ai un souci avec ça, j'ai du mal à chaque fois que je dois cut, je me restreins, d'où l'importance d'aller voir un professionnel de et ça, puis, quoi. Le après aussi.
Le après, surtout le après où, du coup, sacrifice depuis des semaines. Ah bah là, c'est la fête du slip, comme on dit. Ah oui, oui. C'est après la comp, bah vas-y, je me fais tous les restaurants pendant une semaine. Ah bah alors, le resto post-comp, personne touche à ça, s'il vous plaît. On le fait tous. Non, le resto post-comp, il est hyper important. Moi, je fais pas de comp si je vais pas au resto post-comp. C'est trop il est hyper important. la récompense. Mais surtout que tu viens de passer une journée avec un NEAT qui explose le plafond, quoi. Oui. Donc, c'est pas pour rien qu'il y ait ce besoin-là. Enfin, je sais pas, je pense que tu t'y connais beaucoup plus, mais c'est pas pour rien que tu as besoin de t'exploser le bide à ce moment-là, mais parce que tu t'es explosé physiquement toute la journée. Bah ouais. Et ça n'aura aucun impact sur ton corps, enfin sur ton corps, sur tes objectifs en tout cas. Alors oui, tu vas peser 2 kilos, 3 kilos de plus le lendemain. Spoiler alerte, manger au resto et manger salé te fait retenir de l'eau. Faut qu'on en parle. Fait retenir de l'eau. Et donc, c'est pas grave. Enfin, dans 2 jours, tu bois beaucoup, puis ça va, ça part, ça disparaît. Il y a un intervalle de 2-3 kilos comme ça, de variations qui peuvent arriver par jour. Mais j'aimerais qu'on en parle de la question de la pesée. Justement, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de se peser. Ah, c'était une très bonne transition. Donc. Ouais, là, c'est la transition pesée. Là. La transition pesée. Resto pesé. Et ouais. Donc, je sais pas si tu as eu... Alors, qu'est-ce que tu as eu comme retour, toi? Ça peut être la crainte de se peser parce que, justement, le chiffre. C'est juste un chiffre sur cette balance, mais ce chiffre peut tout... et rien dire. Non, pas rien dire du coup. Dire beaucoup de choses. Mais pour chacune des personnes qu'on rencontre. Absolument, oui. C'est par exemple, je me pèse, je fais 70 kilos, le lendemain, je fais 75. Ah là là, j'ai pas bien fait ma diète, je suis une merde, de toute façon je loupe tout dans ma vie. J'ai pris 500 grammes en une nuit. J'ai pris 500 grammes. Alors, je dis pas ça méchamment, c'est pas péjoratif, parce qu'on est tous passés par là, je pense. Je pense qu'on a tous des pensées comme ça ce qu'on appelle des pensées automatiques. Mais ce qui est important, c'est d'en prendre compte et d'en avoir conscience et de se dire, ok, ce chiffre sur la balance, qu'est-ce que j'en dis, qu'est-ce que j'en pense? Parce que finalement, ces 500 grammes, comment on peut les expliquer? Tu retiens de l'eau, voilà. Tout simplement. Tu peux avoir retenu de l'eau, Ouais. Tu peux avoir ne pas fini encore de digérer, parce que ton alimentation, elle diffère, surtout si tu passes en resto et que tu as beaucoup de graisse plus complexe, enfin du gras déjà, et puis des aliments beaucoup plus complexes à digérer, qui va ralentir, puis la quantité, le volume alimentaire aussi, qui va être dans ton estomac qui ne s'est pas encore digéré, donc l'eau qui va tout retenir tout ça, le stress de la comp, l'inflammation de la comp, l'inflammation post-restaurant. Enfin là je dis je prends l'exembre de la compétition, mais ça peut être ça peut être n'importe quoi. Ça peut être en prépa, on stresse tellement, on est en inflammation, en inflammation. Je suis passée par là. On est en inflammation. 1 kilo. Allez hop, 1 kilo. La balance n'est pas calibrée. Enfin bref, ça c'est notre histoire. Donc on a tout un truc comme ça. Et en fait, en panique à 500 grammes de plus, ce n'est pas grave. Alors oui, c'est pas grave pour toi parce que tu en as conscience. Mais il y a des personnes qui n'ont pas du tout conscience que 500 grammes, ça peut être de l'eau, de l'inflammation, beaucoup de choses. Et du coup, c'est là où l'imaginaire, sur le côté psychologique, c'est nos croyances. Et nos croyances peuvent influencer du coup l'estime de soi, etc. etc. Oui, c'est fou, hein, mais donc c'est-à-dire, il y a des personnes qui décident si elles se sentent bien, enfin si c'est une bonne ou une mauvaise journée, tout à fait, selon le chiffre de la balance le matin, quoi. Ouais. Et en fait, moi ce que je dis, ce que je conseille en tout cas aux personnes qui ont ce souci-là, déjà je leur dis allez voir Angélique, de 1, de 2, ça serait... Est-ce qu'on peut travailler sur ce chiffre-là? Carrément. Parce que, viens en test, tu te pèses tous les jours, tu te notes ce que tu as mangé, tu pèses tous les matins, tu te pèses tous les matins dans les mêmes conditions. Et viens, on regarde ensemble à quel point ce chiffre change. Ouais. On le démystifie. C'est juste un chiffre. On monte sur cette balance tous les jours. Et on regarde ce que ça t'a apporté en fait. Qu'est-ce qu'on a mangé hier? Du coup, vu que tu traques, tu sais à peu près ce que tu as mangé. Comment tu t'es senti? Et on voit à quel point ça impacte. Donc en fait, tu dis juste, on s'en fiche. Ouais. On s'en fiche parce que, 1 kilo de plus, oui, c'est vrai, je me souviens, j'ai mangé à 22h au lieu de 19h comme d'habitude.
Ça joue tellement. Ah bah tiens, non mais hier c'était vachement compliqué au travail, j'ai oublié de boire, et du coup je suis en rétention d'eau à mort. Ah bah tiens, j'en suis à tel moment dans le cycle, donc effectivement c'est normal, je me prends 3 kilos comme ça d'un coup. Non, ce n'est pas de la graisse, ça ne peut pas être de la graisse. Je veux bien que tu expliques comment on prend... Enfin, tu m'avais un peu expliqué, je t'avais posé la question, que la graisse, ça se prend... Enfin, on ne prend pas de la graisse du jour au lendemain. Non, tu peux pas prendre c'est un processus qui prend du temps, c'est ça? Exactement, c'est tout un processus qui prend des jours et des jours. C'est toute une voie métabolique toute compliquée, donc c'est pas comme ça du jour au lendemain. Et aussi, ça correspond à un surplus calorique régulier pendant X jours. Donc 1 kg de gras, c'est 700, alors c'est des chiffres un peu, c'est 700 calories en plus. 700 ou 900 calories en plus, juste pour le gras là que tu as mangé. En plus, ça c'est si on isole, comme on faisait avant en physique, on ignore les forces de frottement. Si dans l'équation on ignore tout un tas de paramètres, c'est à peu près ça. Sauf que le corps est est une machine compliquée. Donc non, ce n'est pas ce qui rentre, ce qui sort. Enfin bref, il y a tout un tas de trucs au milieu. Et donc en fait, il faut manger une sacrée quantité de calories en plus pendant plusieurs jours pour que on ait de la graisse qui se forme. Donc non, on ne peut pas gagner 500 grammes dans la nuit. On ne peut pas les perdre non plus d'ailleurs. C'est aussi le truc. Donc tu ne peux pas perdre comme ça 500 grammes dans la nuit, ni 1 kilo dans la nuit. Mince, ça serait tellement grammes de gras, parce que si, on peut perdre de l'eau et c'est comme ça, c'est le principe de cut. Tu m'avais même dit que c'était pas conseillé de perdre plus de 1 kg. De 500 grammes, par 500, plutôt dans ces eaux-là, 500 grammes par semaine. Parce qu'en fait, on va un peu plus vite que la musique, en fait. Le corps, je disais, c'est des réactions chimiques qui se passent dans le corps et en fait, ça a besoin de temps. On ne peut pas téléporter les trucs. Et du coup, vu que ça a besoin de temps, le corps a besoin de faire ça pour prendre cette voie-là de gras, de perdre plutôt du gras que du muscle. En fait, toutes les personnes qui perdent beaucoup trop d'un coup, alors ça peut exister, hein. On est sur des personnes qui sont obèses, qui ont en situation d'obésité, qui ont un pourcentage de masse grasse à perdre qui est beaucoup plus haut que une personne, c'est pas une personne lambda, mais une personne qui en a moins, tu vois. Le corps va piocher plus facilement. En fait, c'est pour ça, parce qu'il va pouvoir piocher plus facilement dans ce gras-là, plutôt que se dire, je vais taper dans le muscle, parce qu'il n'est pas suicidaire non plus, le corps. Donc, il va plus facilement enlever de ces réserves-là, plutôt que d'autres. Alors que quand une personne qui a une masse grasse plutôt moyenne, dans les, on va dire 30% pour une femme, 30-25% pour une femme, d'aller taper dans la masse grasse, faut y aller plus lentement et laisser le corps vraiment piocher là-dedans, parce que sinon, en fait, il va juste aller taper dans ton muscle. Déjà, au début, tu vas juste... toutes les diètes, c'est comme ça. Hein. Tous les régimes fonctionnent sur ce système-là. Le régime du camp, le régime de je ne sais quoi. D'ailleurs, on en parlera de comment... En fait, le principe d'une alimentation, c'est toujours le même. C'est juste que depuis des décennies et des décennies, on lui donne des noms différents. Tu parles de tout ça, là? Oui, un coup, il s'appelle le régime méditerranéen, un coup, il s'appelle le régime ancestral, un coup, il s'appelle le paléo, un coup, il s'appelle le Ducan, un coup, il s'appelle je sais pas quoi. Non, mais en fait, c'est la solution miracle. C'est à la recherche. Il existe une solution miracle pour perdre du poids. Exactement. C'est génial. Mais j'avais vu la dernière fois une illustration avec l'historique de comment à chaque fois on appelait le régime différemment, et alors que le principe reste le même, hein. C'est-à-dire le déficit calorique, le sain déficit calorique. Et manger équilibré. Tu te rappelles du jeûne intermittent, waouh. T'es en déficit. C'est tout. C'est tout, tu peux manger... Alors si, le jeûne intermittent peut être utile pour des personnes qui ont besoin de manger un repas volumineux, tout d'un coup, et qui n'aiment pas grignoter. Oui, mais ça dépend de ton environnement, encore une fois. Ok, tu vois. Il y a le côté inflammation aussi, peut-être, je sais pas. Sur le jeûne intermittent, tu réduis ta digestion.
Ouais. Donc tu es sur une fenêtre digestive Enfin, hyper basse, mais est-ce que vraiment Après, ça vaut le coup d'aller, et puis même, enfin voilà, c'est ça. Est-ce que ça. tu as envie de manger un gros repas et pendant je Exactement. sais pas combien d'heures tu manges pas? Personnellement, non, j'aime trop Bah, il y a manger. des gens qui sont comme ça et chez qui ça fonctionne très très bien. D'ailleurs, Oui, en bah fait, ouais. leur corps tend vers cette solution-là naturellement, c'est-à-dire Ouais. ils vont avoir tendance à pas manger le matin Mm. et à aller vers une alimentation un peu plus tardive. Enfin, je sais pas comment. Oui, voilà, un peu ils commencent à manger un peu vers midi et puis finalement ils ont plus faim vers X heures et ou alors Ouais. ils se couchent tôt, etc. Et puis on n'en parle plus et finalement ils sont dans une sorte de régime intermittent. Mais la solution, enfin le truc miracle n'existe pas. Enfin, c'est juste on l'appelle différemment à chaque fois. Une dizaine d'années à peu près, on est sur un nouveau truc. régime. Bah là en ce moment c'est le ancestral, pardon. Ah ouais? C'est-à-dire les gens ils ont découvert qu'il fallait manger des légumes, des féculents Non, il y a et des aliments bruts. on est beaucoup sur tout ce qui est coloré, régime méditerranéen aussi. Bah oui, mais un c'est le petit même peu. principe. Enfin, C'est le tu même manges principe. des légumes, tu Mais manges après, c'est le principe de une viande. l'alimentation. quoi. L'ancestral, c'est un peu enlever tout aliment transformé. Donc j'aimerais Ah bien oui. que. Enfin, c'est quoi la Totalement. différence avec le paléo et avec Ouais. le méditerranéen, je sais pas. Enfin bref, on essaye de donner ça, de donner un nom différent en fait, au même principe. Le corps n'a pas changé, c'est de la thermodynamique. Ça rentre, ça sort, ça brûle, l'énergie rentre, l'énergie sort. Et puis c'est tout. Ils l'ont dit il y a quand même des milliers d'années, enfin des milliers d'années j'abuse, mais tout se transforme, quoi. Il n'y a aucune énergie qui se perd, tout se transforme. Et c'est vraiment le cas. Donc tu as plein de pseudo-experts donc, qui parlent sur le sujet, qui parlent à la télé souvent, en fait. C'est parce qu'on s'adresse à des femmes ménagères, parce qu'elles veulent absolument, enfin, il faut absolument maigrir avant l'été, parce que c'est le summer body et compagnie. Tu vois, ça c'est plutôt les années 90, où c'est encore présent, ouais. Je ne regarde pas trop la télé, mais... Non, mais peut-être pas dans la télé, mais là, c'est plus par exemple sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est quand même des croyances qui sont transgénérationnelles, c'est-à-dire que, bah voilà... Qui vont se transmettre qui se transmettent et sociétales aussi, donc bon. C'est quand même vachement compliqué quand c'est comme ça. Attends, je fais une pause, je vois. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Ah oui, je voulais préciser que tous ces régimes-là aussi, ça dépend de la personne et je pense des problématiques de santé. Absolument, j'imagine. Oui, enfin, je pense que ce qu'on dit, ça vaut pas pour tout le monde. Ah oui. Donc, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, ça ne concerne que des personnes qui n'ont pas de problématiques de santé particulière. Ouais. Auquel cas, faut suivre un professionnel de santé, c'est important. etc., etc. Donc non, ça c'est donc si on a des soucis, il faut vraiment s'orienter vers le professionnel qui est professionnel de ce cas-là, quoi. Et je voulais revenir aussi sur la question de la pesée et les conseils que je peux donner. Alors déjà, si c'est vraiment une grosse problématique pour soi et pour même tes accompagnements, je pense que c'est important de travailler du coup ses croyances, mais ça se fait avec un professionnel type psychologue. Ah. Voilà. Mais aussi l'exposition à la balance. L'exposition, c'est quoi? C'est on peut essayer une fois par semaine, 2 fois par semaine, et on réfléchit sur nos croyances, sur l'intensité des émotions, sur les conséquences après par la suite, etc. Mais je pense que ça se fait de manière progressive. Okay, de le faire plus progressivement. Enfin, et puis ça dépend vraiment des profils des personnes aussi. Encore une fois, des croyances, si c'est des croyances vraiment restrictives, des croyances vis-à-vis de l'image corporelle, vis-à-vis de la nourriture, etc. Oui, c'est un travail beaucoup plus complet, c'est très profond, parce que profond, c'est ça qu'on a hyper du mal à concevoir, enfin à comprendre. C'est sur le côté psychologique, parce que déjà on n'en parle pas beaucoup. De toutes nos croyances, et c'est vraiment des choses qui sont... C'est fin, ça nécessite quand même un regard d'expert dans ce domaine-là. Ah oui, totalement, oui. Ouais. Donc, de quelqu'un qui est formé, qui reconnaît les signes de certaines problématiques et qui sait les interpréter, en fait. Ouais. Parce qu'il a été formé pour et qu'il il comprend, en fait, ce que ça induit derrière. En fait, il ne suffit pas juste de se dire « Ah, bah, t'as peur de la balance, arrête !» Ouais. Tu vois, ou t'as peur de prendre, ou t'as peur de grossir, ou je ne sais pas, t'as peur juste de prendre du poids, peu importe d'ailleurs la qualité de ce poids-là. Arrête. Tu veux cut, on va cut. Si t'as peur de manger, ne mange pas. Enfin, tu vois, ce genre de... C'est plus profond que ça. Et c'est au-delà de tout ce qui est croyance, psychologie, etc. Il y a aussi ce qu'on appelle l'approche systémique. Enfin, c'est toute
enfin, on est tous dans un système. On appartient tous à un côté social. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça de manière plus vulgarisée, mais faut prendre en compte aussi nos besoins au niveau social en tant que personne, en tant qu'identité, enfin une personne, enfin comment dire, En tant qu'identité. ouais, enfin comment on se perçoit en tant qu'athlète aussi, comment on se perçoit en tant que professionnel, comment on se perçoit en tant que personne, je sais pas, mère, étudiant, j'en sais rien, enfin voilà, tout ça. Et c'est hyper important, enfin je sais que j'imagine que les diètes ou nutritionnistes ne font pas ce travail-là parce que c'est le travail de psychologues, travail de professionnels qui sont formés à ce sujet-là. Oui, sur tout l'aspect psycho derrière. Ouais. L'alimentation fait partie de tous ces systèmes-là. Parce que ça fait partie de nos routines, ça fait partie de notre vie quotidienne. Absolument. Bah, écoute, moi je ne saurais en tout cas pas du tout comme ça juste interpréter. Oui, c'est pour ça que c'est important parce que moi je ne saurais vraiment pas interpréter ce genre de signaux, ce genre J'ai une personne typiquement qui me dit j'ai peur de me peser. Bah, vraiment, premier réflexe, c'est de l'orienter vers toi. Essayer déjà de comprendre est-ce qu'elle a peur de se peser parce qu'elle n'a pas confiance en suivi ou est-ce qu'elle a... Quel est le problème exactement? Qu'est-ce qui freine? J'essaye de voir c'est quoi le problème exactement. Et ensuite, dès que je vois que c'est au-delà de mes compétences, en tout cas sur ce domaine-là, moi je l'oriente et puis je dis, bah, voilà, il faut que telle personne, faut que tu vois que c'est quelqu'un en fait qui est vraiment formé sur ce sujet-là, parce que ce n'est pas à la légère en fait. Du coup, on en vient à toute la thématique TCA. Non, les gens ne peuvent pas être experts TCA comme ça en fait. Non. Ça, on ne peut pas juste tout seul guérir d'un... Enfin, corrige-moi si je me trompe, mais c'est un trouble, quoi. Et c'est pour ça que j'ai eu pas mal de questions donc, sur ce sujet-là, moi, quand je faisais des FAQ ou peu importe. Donc, j'ai beaucoup de personnes qui me disent, écoute, j'ai des TCA, et ça, comment ça se... Et je lui dis, bah, écoute, le premier travail à faire, c'est un trouble, ce n'est pas ton assiette le problème. C'est vraiment hyper important, je le répète. Ce n'est pas l'assiette le problème, parce que moi, je peux faire une diète carrée. Là, je te fais une diète, je te fais tout en plan, je viens même chez toi te cuisiner les trucs. Ça ne changera rien du tout. Enfin, ça ne changera vraiment pas ta perception que tu as de toi-même, et c'est là que arrive toute l'importance du travail que toi tu fais, que les professionnels du domaine-là en psychonutrition font, c'est qu'il y a un travail de fond à faire, et tout le monde n'a pas cette problématique non plus, tu vois. En fait, c'est que ça peut être aussi une seule problématique qui ne rentre pas dans les critères d'un trouble du comportement alimentaire. Parce que les troubles du comportement alimentaire sont en lien avec ce qu'on appelle le DSM-5, donc c'est merde, j'ai perdu le mot. Manuel, voilà, un manuel diagnostic des troubles mentaux, et il faut remplir plusieurs critères. Mais des fois, on peut avoir une problématique qui ne rentre pas dans un trouble du comportement alimentaire, mais qui nous pose problème. Qui nous pose problème. Et si c'est quand même quelque chose qui est prenant, qui est envahissant, déjà, à partir du moment où l'alimentation, déjà, prend trop de place, ça questionne. Ça questionne. Ça questionne, donc à ce moment-là, effectivement, c'est important de se diriger vers des professionnels qui sont formés. Absolument. Même si, effectivement, en tant qu'individu, on se dit, bah non, j'ai pas de trouble du comportement alimentaire. Mais si l'alimentation, nos croyances ou toute notre attention est portée sur l'alimentation, ça questionne. Absolument, mais du coup on a ça, mais ça revient, comme je te disais, il y a des gens qui sont dans le déni d'avoir ce problème-là. Oui. Et il y a des personnes, moi je trouve par contre qu'on met le mot TCA un peu partout. Tu vois, ça c'est devenu un peu, je sais pas manger, synonyme TCA. Mais non en fait, ça revient à ce qu'on disait au tout début, c'est-à-dire que non, il faut que tu apprennes à manger tout simplement en fait. C'est pas rajouter des trucs, c'est pas rajouter des compléments, c'est pas t'interdire certaines choses, c'est de comprendre. C'est de comprendre, mettre tout à plat, comprendre qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que ça t'apporte, comment ça fonctionne, qu'est-ce que toi tu aimes surtout, qu'est-ce que tu aimes manger, comment l'intégrer dans ton alimentation sans que ça fasse toute une montagne derrière avec un système en boule de neige. Là, je m'accorde une cuillère de Nutella, comme ça à partir au pot. Si tu veux, ok, hein, tu vois, il n'y a pas de truc. Ça rentre. Ça passe dans ok, prends-toi une cuillère, mais
que le problème ne soit pas ça en fait. C'est pas je m'interdis tellement de prendre du Nutella ou autre pâte à tartiner que le jour où j'en prends, je vais me dire tiens, je m'autorise une cuillère. Et après, le lendemain, bah tiens, comme je me suis interdit ça tellement depuis super longtemps, je vais me rajouter encore 2 cuillères. Et puis ça fait l'effet boule de neige où je me retrouve à taper dans le pot c'est même pas, entièrement. Des fois, c'est carrément, je me restreins tellement et le jour où on se dit bah vas-y, j'en mange une cuillère, bah c'est 10 cuillères parce qu'il y a tellement cette notion de privation. Que de toute façon foutu pour foutu je prends. Il y a aussi ce côté foutu pour foutu et ce côté on s'autorise tellement pas à manger un aliment dans son quotidien que le jour où on est exposé à cet aliment, on se dit ah putain, pour une fois je peux le manger. Sauf qu'en fait c'est pas un petit truc que tu vas manger, c'est tout le paquet, c'est tout, je sais pas comment dire, mais c'est dans une grosse quantité. Oui, absolument. Parce qu'il y a ce côté privation. Il y a cette privation-là qui fait que... mais du coup, là, tu tombes dans un truc de TCA ou un début ou un des soucis, un trouble en tout cas alimentaire. Et au lieu de juste apprendre à manger correctement, tes macros, tes légumes, tes féculents. Qu'est-ce qu'un féculent ? Qu'est-ce qu'une protéine ? Diaboliser certains aliments par rapport à d'autres, comprendre comment tu les digères, t'écouter aussi, parce que parfois on est tellement submergé de bruit, en fait, t'essaies juste de couper tout le bruit. Tu coupes absolument tout, tu sais, tu te mets dans une bulle et tu te dis, écoute, non, toute pulsion, j'ai bien utilisé le terme exprès, toute pulsion alimentaire, je me restreins complètement, je ne m'écoute même plus en fait. Et alors que, je sais pas, tu as des soucis digestifs, tu ballonnes pendant je sais pas combien de temps. Moi j'avais des aliments, alors je me souviens, j'étais au lycée, j'avais des aliments que je ne digérais pas. Mais comme je me coupais complètement de plein de signaux parce qu'il fallait absolument pas que je mange beaucoup, et je n'avais même pas remarqué que j'avais certains aliments qui me faisaient ballonner ou qui pouvaient impacter ma digestion. Tu vois. Je ne savais pas. Les gens, quand ils disaient « Ah je suis ballonné » ou quand ils disaient « Ah tiens, cet aliment ne me convient pas, je le digère bien ou je le digère mal », je ne savais pas ce que ça voulait dire sur moi, en tout cas, de bien digérer quelque chose ou de pas bien digérer quelque chose. C'est-à-dire que tu ne portais pas attention sur tes sensations, juste sur ce que tu ressentais. Absolument, je coupais juste tout le bruit, en fait. Parce que ton focus, il était sur quoi ? Sur une perte de poids c'était sur je veux absolument pas prendre de poids. C'est plus. Sauf que comme tu sais, c'était le lycée. Et donc en fait, à cette période-là, en fait, tu grandis, donc tu prends du poids. C'est à ce moment-là, nous, on prend d'un coup. Toi, tu as la puberté au collège, lycée, vers cette période-là, et en fait, tu te mets à peser. À chaque fois que tu montes sur la balance, c'est plus haut que le chiffre d'avant. Et toi, tu es entouré du coup d'adultes, de femmes adultes qui disent que c'est problématique que ce chiffre augmente. Tu te dis, zut, pourquoi moi il augmente, tu vois ? Alors, je me pesais 48, pourquoi je suis à 54 ? Oh là là, à skip, 54, faut pas le dépasser parce que c'est le chiffre, tu sais, oui, t'entends des femmes, du coup, adultes, soit tes grandes sœurs, tes grandes cousines, ta mère, ta tante, je sais pas, te dire, t'as vu, le poids idéal, c'est 54 kilos. Toi, t'arrives à ce chiffre-là et tu te dis, merde, qu'est-ce qui se passe, tu vois ? Tu te sens pas plus comment dire, tu te trouves pas grosse ou maigre, juste le poids augmente. Et c'est normal parce que tu grandis. Mais justement, l'apparition des TCA arrive très 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 souvent à l'âge de la puberté. Absolument, C'est vraiment une grosse prévalence à cet âge-là. Parce que justement, changement corporel, croyance vis-à-vis de l'alimentation, du coup, c'était vraiment mon souci là, c'était juste de me dire, écoute, je grossis, pour moi c'était je grossis, donc c'est que je dois trop manger, et du coup, je dois absolument pas grignoter, tu vois le truc de ne pas grignoter, tu manges une fois le matin, une fois midi, une fois le soir. Et en fait, le repas le plus important que, d'après moi, le repas, le goûter, le sain goûter, ça c'était du grignotage, quoi. Oui, tout à fait. Et du coup, qu'est-ce que tu fais mais c'est pour ça que, alors du coup, petite parenthèse, moi, quand j'ai des gens qui me disent, écoute, je suis en déficit, et du coup, comment je fais parce que j'ai faim vers l'après-midi, et ok, on mange en fait. T'as faim, tu manges.
Littéralement. Et même si T'as c'est une faim, fin... tu prends un repas. Et même si c'est une fin côté plaisir, parce que tu as envie de sucre l'après-midi, parce qu'on est quand même conditionné Ouais. à le goûter, c'est 4 heures, à 4 heures. Enfin, bizarrement, j'ai faim. Mais enfin, est-ce que c'est une sensation de faim parce que j'ai vraiment faim, besoin énergétique, ou est-ce que j'ai faim parce que je me suis conditionnée à manger du sucre à 4 heures? Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, c'est OK de pouvoir manger un petit truc de sucre et remplir tes besoins énergétiques à ce moment-là aussi. Moi, ce que je leur dis, du coup, c'est de se poser et de faire réellement. En fait, c'est pas juste de grignoter derrière le placard, la porte du frigo encore ouverte, la tête dedans, à se dire qu'est-ce que je peux me mettre dans le ventre juste pour. Tu vois, non, pose-toi, c'est un vrai repas. Tu prends une vraie assiette en dur, genre mange. Une vraie assiette, tu mets un vrai truc dessus. Je sais pas, un vrai bout de pain. Ce que tu dis, c'est que vaut mieux se poser et vraiment dire à ton cerveau, là, je vais manger un repas, plutôt que prendre un petit truc et de le manger un peu en secret, parce qu'il y a quand même cette question de culpabilité, cette question de j'ai pas envie qu'on me voit faire ça, ou même pour soi. Hein, je ne suis pas en train de manger. Hein. Je suis pas prêt à manger parce que c'est difficile. De pas assumer que tu es en train de manger. C'est pas une question d'assumer, parce que c'est vraiment cette question de... on n'est pas en cohérence avec soi-même à ce moment-là. C'est-à-dire, je m'interdis de manger le 4 heures parce que c'est pas bon pour moi, la croyance. Donc, mais j'ai quand même faim. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Je fais comment? Et là, c'est ce côté, je vais aller prendre dans le placard, mais un peu en secret, mais parce que c'est ton corps qui est en train de te sécuriser par rapport à ta croyance actuelle, quoi. C'est exactement ça. Dans le secret même de soi-même. Hein. Enfin, t'habites tout seul, je sais pas quoi, tu ouvres quand même le placard pour piquer le petit gâteau. Ouais. Mais moi, je leur dis, du coup, parce que je l'ai vu sur moi, en fait. T'as faim, ok, tu te poses, c'est un goûter, c'est un vrai goûter. Le temps. L'assiette, tu te prends une boisson. Et par contre, du coup, tu respires un bon coup, t'as faim, ok. Pose-toi. Tout va bien. En calme, c'est normal. Mange. On mange. Qu'est-ce que je mange? Quels sont mes macros actuellement? De quoi j'ai envie. De quoi j'ai envie, exactement. De quoi j'ai envie. C'est quoi en gros, tu vois à peu près tes cibles actuelles, puis tu dis, ok, qu'est-ce que j'ai envie qui peut rentrer là-dedans? Ah bah ok. J'ai des amis qui m'ont dit, mon rituel c'est le Kit Kat ou le Kinder, enfin voilà. Et si ça rentre dans tes macros et ok. Enfin c'est même pas si ça rentre dans tes macros, si c'est hyper important pour toi, vas-y. En fait. Il n'y a pas de souci, quoi. T'es au bureau. En tout cas, moi, je sais que c'est quelque chose qui... Je vérifie que j'ai encore de batterie. C'est quelque chose que moi, qui m'arrive par période où je suis beaucoup en bureau et que je travaille beaucoup. Je suis en rédaction d'articles, typiquement, ou en tout cas, en recherche, on a des périodes comme ça de manip au labo et puis d'autres en rédaction. Et en fait, dans cette rédaction-là, moi, je suis tout le temps au bureau. Et j'ai des périodes où, j'ai juste besoin je sais pas moi, d'un chocolat, d'un Kit Kat, d'un truc dense, sucré, parce que, avec le temps, du coup, tu comprends que c'est parce que ton cerveau a besoin d'autant de sucre, et que, ok, c'est bon, c'est ok. Puis il y a aussi ce côté, quand on est enfant, on pleure, on donne un truc sucré, enfin, il y a un peu ce côté quand même conditionnement qui arrive, et du coup, il y a quand même beaucoup de personnes où, dans leur gestion des émotions, ou quand c'est difficile émotionnellement, on se réfugie vers le côté... je dis on parce que, par exemple, pour moi, ça m'arrive, je vais pas bien, j'ai envie de sucre, quoi. Oui. Mais il y a des personnes qui disent j'ai envie de sucre, mais du coup, au vu de mes croyances, pas moi, mais au vu des croyances que les personnes ont, c'est non, c'est interdit, je ne peux pas le faire. Donc ça rentre en incohérence vis-à-vis de ta faim et de tes envies à ce moment-là. Exactement. Donc, et puis, par exemple, pour moi, j'ai justement travaillé là-dessus, sur mes croyances par rapport à l'alimentation. Et quand j'ai des faims émotionnelles, je les reconnais et je suis en mode, vas-y. Et justement, le vas-y, c'est en cohérence avec mes envies, etc. Et donc, c'est un gâteau de gâteau, mais par contre, j'ai pas envie de taper tout le... Parce que quand ça arrive, tu t'interdis pas. Ouais, c'est ça. C'est ce côté, ok, là, c'est possible. C'est possible, je peux le faire. Et ça ne rentre pas dans cette interdiction interne, etc. Mais le problème, c'est que vraiment, les gens ont du mal à croire que c'est possible. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, il y a comme un blocage. J'ai beaucoup entendu, dans mes interventions, dans mes séances, etc., j'ai déjà entendu parler de peur. De peur de perte de contrôle. Ouais, oui, c'est ça. Mais c'est ça, hein, les TCA. Hein, c'est trop de contrôle, perte de contrôle. C'est exactement ça. C'est la notion de contrôle. C'est comme les personnes qui... y a des personnes qui commencent leur suivi avec moi. Donc, on fait une
une semaine, voire deux, d'estimation d'à peu près ce qu'ils mangent. Alors, soit c'est des gens qui traquent et qui ont déjà traqué et qui savent ce qu'ils mangent, etc., etc. Soit c'est des gens qui n'ont jamais traqué, qui ne... Oh, je viens de taper dedans. Qui ne savent pas du tout ce qu'ils mangent. Donc, on fait une semaine de début de suivi où on essaie de trouver un peu les besoins métaboliques de maintien, en tout cas à ce moment-là. Et donc, on découvre qu'ils mangent tellement pas. J'ai eu quelques personnes qui étaient en dessous de 1500 calories par jour. En tant que sportif en tant que personne très active, en tout cas. Punaise, très actif, vélo et compagnie. Et donc, qui ont déjà fait des journées à... vraiment, dans le tracking, j'ai des journées à 500 cales, quoi. J'ai des journées très, très basses. Des journées à 1000, et c'est pas la volonté de la personne qui manque. Et donc, qui ont peur de manger plus. Vraiment peur de manger plus. J'ai aussi donc quelqu'un que j'ai en suivi qui a été qui est ancien obèse et donc qui avait peur au début de manger plus que ça. Et donc toutes les semaines, moi je lui ai rajouté un peu plus parce qu'il vraiment son activité, donc c'est un athlète en plus, donc son activité plus tout son HIIT, ses steps, etc., son poids, tous ses besoins physiologiques hurlaient à plus de calories. Donc bien sûr, on fait ça structuré. L'augmentation, c'est pas juste du jour au lendemain. Il se prend pas 1000 cales comme ça. De toute façon, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc il y a une adaptation. Donc il y a une adaptation, exactement. Et donc vraiment au début, t'es sûre? Est-ce que tu es sûre? Parce que vraiment, c'était compliqué, en fait, d'accepter que manger plus c'est pas égal prendre du poids. C'est ça. C'est pas égal... et c'est vraiment une peur, de juste... ça, c'était un exemple d'un athlète, mais c'est typiquement... je sais qu'il y a la prévalence chez les femmes qui est très, très élevée. Plus élevée, effectivement. Mais sur ce côté-là. Parce que c'est quand même une problématique féminine par rapport à l'image du corps. Mais les études ne prennent pas... Enfin, justement, vu qu'il y a cette croyance que les femmes doivent maigrir, etc. Donc, on fait des études sur ces femmes parce que elles sont plus un biais de recherche. Je pense qu'il y a vraiment un biais de recherche parce que quand même, plus on avance dans nos générations à nous, plus il y a de sportifs qui vont à la salle de sport et que l'image du corps est hyper importante. Et justement, dans les conditions où il y a ancienne obèse, etc., il y a beaucoup plus d'études également par rapport à ça. Parce qu'on voit qu'effectivement, quand il y a d'anciennes problématiques vis-à-vis de l'alimentation, il faut faire quand même assez attention vis-à-vis des croyances, vis-à-vis aussi même du corps, parce que le corps ne réagit pas de la même manière quand il y a une situation d'obésité. Par rapport à tout ce qui est tracking. Enfin, je ne sais pas si je me trompe, mais en tout cas, j'ai pu voir des études dans ce sens-là. Oui, il y a des adaptations en tout cas, les recherches... Le microbiote reconnaît, justement, tu me parlais de bigorexie, d'orthorexie, etc. Tu me disais, mais c'est un trouble du comportement alimentaire. Et je disais, non, ce n'est pas encore étudié. C'est pas encore assez étudié. Parce que ça ne rentre pas dans le manuel des troubles mentaux. Diagnostic des troubles mentaux. Donc en fait, c'est encore... On avance petit à petit, mais je pense qu'au fur et à mesure des années, on va avoir aussi de plus en plus d'hommes ayant quand même une déviance vis-à-vis de l'alimentation, ou en tout cas, ça peut rentrer dans... Enfin, leur comportement alimentaire peut rentrer dans les troubles du comportement alimentaire. Justement, du coup, ça en vient au manque d'un autre point aussi que je voulais aborder, c'était la recherche ne fait pas tout. C'est-à-dire, la recherche ne sait pas tout aussi. Et ça, c'est super important. Parce que moi, j'ai vraiment un problème avec les personnes qui viennent et qui affirment quelque chose. En fait. Tu affirmes une donnée qui est en cours de recherche. Alors non, c'est que je vois de quoi tu parles. Et oui, mais peu importe, tu viens, tu affirmes quelque chose. Alors que la science... C'est quand même la critique de ce qui s'est déjà fait. Oui, c'est vraiment le truc qu'on m'a appris en master. C'est quoi la science? C'est ce qu'on critique à chaque fois. Exactement. Parce qu'on essaie de critiquer ce qui s'est déjà passé. Tu as des équipes de chercheurs qui s'autocritiquent. Donc en fait, je ne sais pas, si je vulgarise un peu le procédé de la recherche, tu as un chercheur qui veut je sais pas, étudier l'impact d'un truc sur un autre système, tu vois. Et donc il va chercher ça et puis il va demander à ses étudiants ou ses doctorants, je ne sais pas quoi, de faire ces manips-là. Déjà, tu as le biais de la personne qui fait, mais ça c'est encore un autre truc, tu vois, parce que c'est une autre part. Donc on a une étude qui va prouver, donc lui,
il va interpréter ça parce qu'au final, scientifiquement, scientifiquement, en plus. Ouais. il va interpréter cette donnée-là comme X impact Y, statistiquement parlant, ouais. ou selon, parce que les chiffres, tu peux leur faire dire aussi n'importe quoi. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc, Bon, oui, vraiment, parce que c'est vraiment un souci dans la recherche. Ouais, Hein, je suis d'accord. Donc, tu as ce biais-là, ok, il a trouvé X impact Y. Ouais. Cool. On le publie. Et ça ne veut pas dire qu'il y a un problème, hein. C'est que c'est peer-reviewed. Donc, tu as tout un tas de scientifiques de la même communauté qui lisent le papier et qui disent « Ok, bon, moi, je trouve que c'est bon. Ah, lui, je trouve que c'est bancal. Prouve-moi X, Y. Pourquoi tu dis ça ?» En fait, c'est comme ça qu'un article est publié. On va avoir toute une procédure derrière de relecture, de révision. Donc, on a un papier, mais ça n'est qu'une étude dans un contexte bien donné, parce que ça s'appelle le domaine expérimental, donc c'est-à-dire c'est des personnes, d'échantillons bien clairs, dans un domaine expérimental bien clair, bien défini. C'est que des femmes de 30 ans qui pèsent X à Y, qui font telle activité, ou alors qui sont toutes athlètes ou qui sont toutes tennisman. Enfin, c'est des échantillons d'une population précise avec... d'une population. Et c'est pas leur faute aussi, les chercheurs, parce qu'ils mettent un appel aux personnes, et puis je sais pas... Typiquement, ils sont dans une ville où il y a une ville, enfin, ils sont dans le laboratoire et à côté d'une fac. Et en fait, c'est que les étudiants qui viennent. Tu as les critères d'inclusion, d'exclusion, enfin, il y a plein de trucs comme ça. Absolument, ils se retrouvent avec que des étudiants d'études, donc, et pas du tout de personnes âgées. Donc en fait, l'étude n'est valable que pour ce champ expérimental-là. Donc il y a des biais, il y a des limites, donc on essaie de critiquer toujours ça. Et puis encore, si on veut aller plus loin, il y a les méta-analyses justement pour faire l'analyse de plusieurs choses. Enfin, donc tu as ce point-là, tu as d'autres équipes de chercheurs, donc ça se multiplie. On en a plein qui vont chercher ce point-là et qui vont dire, ok, on est d'accord avec lui, non, on n'est pas d'accord avec lui. Et ils ont tous raison en fait. Ils ont tous raison. Parce que sur leur méthode, ça marche, ça marche pas. Donc tu as une moitié de recherche qui dit oui, l'autre qui dit non, et d'autres qui disent nous on se prononce pas, on n'arrive pas à trouver ni l'un ni l'autre. Donc souvent, la recherche ne sait pas. Ou ne sait pas encore. Enfin, c'est encore une question philosophique. Hein. Enfin, c'est la question de est-ce qu'on croyait il y a 50 ans finalement, là, absolument. En plus, ça avance. C'est toute la question de la relativité, des trucs comme ça. Donc, moi, j'évite d'être catégorique, sauf si c'est des points qui, ça fait des années qu'on connaît, tu vois. De toute manière, on part des personnes, et une personne, c'est individuel. Une personne a un fonctionnement propre à... En plus, oui. En fait, c'est ça le truc. C'est ce qu'on appelle la clinique aussi. C'est vraiment, il y a une personne, on observe et on prend des données, en tout cas cliniques, de ce que la personne nous apporte aussi. Absolument, oui. Et on se base sur des théories, sur des choses scientifiques aussi, mais on part de la personne, quoi. Et des fois, on oublie un peu ça, des fois. C'est ce que je disais, on est parti en cacahuète, là. Partage en cacahuète. Mais en tout cas, c'est important de le dire que toutes ces... oh là, je bug. Je trouve ça important parce que, par exemple, la psychologie et tous ces domaines qui tournent autour de la santé, c'est quand même basé sur des sciences, sur de la théorie. Oui, sur tout un tas des gens dont c'est le travail, dont ils sont dédiés à ça depuis des années. Donc, tu as des chercheurs qui se dédient leur vie à l'étude d'un seul point de plein de choses. Alors, je dis pas que, pour revenir à ce que je disais avant, c'est que je dis pas qu'il faut pas se fier à la science, au contraire. Moi, je suis très science-based, c'est mon travail en même temps, donc tu me diras que je suis un peu biaisée. Voilà. Mais il y a des moments où moi, je ne sais pas répondre à la question. Tu vois, en fait, on me dit, je ne sais pas, est-ce que ça impacte ça ou pas ? Écoute, je ne sais pas, on ne sait pas. Voilà. On sait, il y a des études, oui, il y a des études pour. Vois ce qui sort. Typiquement, si je prends l'exemple de, je ne sais pas moi, l'impact de tel supplément. Ok. Oui, ça fonctionne sur ça, et peut-être ça ne fonctionnera pas sur toi. Oui, c'est ça, c'est encore la question de l'individualisation. C'est la question on part de la personne, savoir elle ce qu'elle veut, ce dont elle a besoin, comment son corps réagit, parce que tout corps réagit différemment quand même si le processus de la perte de poids, prise de poids, etc., c'est la même chose, mais... il faut individualiser selon la personne. Absolument, individualiser. Même en termes d'inflammation, du système digestif, ce dont tu me parlais et tout. Ouais, exactement. Bon, de quoi on parle. Voilà, hein. Moi je pense que... Bon, voilà. Voilà. Allez. Je suis claquée. Cut, parce qu'on a faim. Bon. Je pense qu'on avait plein de choses à dire. Oui.
Vraiment, et c'est vraiment très 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 peu exhaustif de ce qu'on a. C'est ça, hein. Ah oui, c'est une infime partie de ce qu'on voulait dire au final. Infime partie de ce qu'on voulait dire. Donc il y aura une partie En tout cas, 2. j'espère que c'était intéressant et je pense qu'on va faire plusieurs parties. Absolument. En tout cas, j'étais très contente d'échanger avec toi. J'étais super contente. Ouais. J'ai beaucoup appris. C'est vrai ? Vraiment, j'ai beaucoup appris pas mal d'infos et c'est super sympa. J'adore échanger avec Angelique. Je suis shy. Et du coup, ce qu'on vous dit, c'est merci d'avoir écouté notre long blabla. On espère que ça vous a intéressé, que ça vous a appris des choses et que ça va vous aider à vous surtout intéresser. ça, c'est de pouvoir s'intéresser à ces sujets et de se questionner soi-même. C'est ça qui est important. Absolument. Ouais. J'aurais pas dit mieux. J'espère qu'on va pouvoir apporter d'autres infos. Soyons d'accord pour être d'accord. Ouais. Ça me plaît. Allez. Ciao. Merci, ciao.